Bonjour, bienvenue à vous sur la chaîne YouTube de Motomagazine et motomat.com pour l'émission. Voilà, l'émission, vous la connaissez, on parle de l'actualité, etc. Elle part tout de suite après ce générique. Vous les avez vus, vous les avez appréciés. D'ailleurs, on vous remercie. Vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne à mettre des pouces, des likes, des cloches. Et on a de plus en plus d'abonnés. Donc ça, c'est super. Continuez, parlez-en à votre copain. Parce que c'est franchement la meilleure émission télévisuelle. Comment tu dis Non, déjà du PAF motovisuel. Du la PAF seule motovisuel. émission 100% sans langue de bois Voilà, du PAF motovisuel. voilà. Donc voilà comment on l'appelle, notre émission. Alors, on avait parlé des nouveautés dans les dernières. Bah là, on va parler des anciennetés, si je peux m'exprimer ainsi. On va vous expliquer, mais en attendant, je vais vous présenter les collègues de Motomag, à commencer à tout seigneur, tout honneur, par Pierre et son infâme pullover. Alors, il n'est pas infâme. C'est vrai. Et il a beaucoup de succès, notamment auprès de certains dans la rédaction de Motomagazine. Et j'ai investi dans un certain nombre de pulls moches, Ouais. c'est le cas de le dire. D'ailleurs, sur un site qui s'appelle pullmoche.com. Apparemment, oui. Ah, ça, donc c'est voilà. top, ça. Donc non, c'est top. Voilà. Et donc, je trouve ça Dérision plutôt second sympa. degré. Et en plus, voilà, c'est... Quand vrai j'ai que c'est doux. une petite faiblesse, je me caresse le torse. Alors, Bon, j'ai ça va entendu, Ça roule oui. Ça roule, Ça va ça va, très bien. Très bien. Bah, Ok. je suis content de vous retrouver parce qu'il y avait plein de choses à dire les dernières fois. Il y en a encore plein à dire Ouais, maintenant. c'est clair. Phil, Ouais, alors moi je suis toujours en période d'essai, et donc merci encore de m'accueillir dans vos rangs. J'ai Elle entendu, est Pierre, pas que finie la petite boule, le pompon était connecté. Est-ce qu'on pourrait avoir les codes pour te faire, quand on a envie de Vibrer le des pompon. goûts vibrations, des bonnes vibrations, est-ce qu'on pourrait t'envoyer un petit, toi, Alors, qui c'est te fasse réservé plaisir. uniquement aux intimes. D'accord. Faut Alors, passer quand la période d'essai après, ce sera bon, François, on va les laisser entre eux. Hein, ça va Ouais, mais Ouais. j'ai quand même un petit peu envie de le caresser. Hein. D'ailleurs, François, hors caméra, a dit que ça lui faisait penser à son chat, bon, les poils et tout. Donc ça va, ça roule Ouais, ça Ouais. roule, écoute, moi je rentre tout juste de l'essai de la KTM 1290 Adventure, Ah oui. et c'était plutôt sympa, donc requinqué là, ça faisait du bien de voyager un peu. Bon, bah c'est cool, c'est cool, c'est cool. Je crois que la vidéo, elle est sur notre chaîne YouTube d'ailleurs. Elle est déjà en ligne, ouais. Bon, bah n'hésitez pas à aller la voir. À mon avis, il y a un peu de wheeling, un peu de travers, un peu de... Il Non y a ce qu'il faut pour se faire plaisir avec ce genre de moto. D'accord. Bon, bah super. Alors, comme je vous l'avais dit, on avait parlé des nouveautés dans les 5-6 dernières émissions. Bah là, on va parler des anciennetés. Je m'explique. 2021, c'est l'année, le millésime officiel où arrive la norme Euro 5. Alors, c'est marrant parce que Euro 5, tout le monde en parle, mais concrètement, même moi, je vous avoue, j'ai pas tellement bien compris. Je sais que c'est une question de pollution, je sais pas. Qui peut nous expliquer exactement ce qu'est Euro Moi, 5? je peux t'expliquer un peu ce que c'est, mais pour ça, je vais devoir prendre mes lunettes. Parce Vas-y, que vas-y, j'ai été prends tes atteint lunettes. par la vie. La vieillesse est un naufrage, on le sait tous. Et toc, lunettes et Alors, pense-bête. regardez, Non, en fait, il y a Papy Filou va nous faire Euro 5. Exactement. Ça concerne évidemment les rejets de CO2 et de particules qui sont les hydrocarbures et les NOx. D'accord. Il y a un truc qui est intéressant quand même, c'est que de voir que chaque norme est quand même nettement plus sévère que la précédente. Et juste pour te faire un historique, aujourd'hui Euro 5, on est à 1000 mg de CO2 par kilomètre D'accord. rejeté, et on est à 160 mg quand tu cumules les hydrocarbures, les HC et les NOx. D'accord. Euro 1 en 99, Ouais. accroche-toi, on était à 13 000 et 3 000 respectivement. Ah oui, d'accord. Là, encore une fois, on parle de 1000 et de 160. Ça fait 13 et Donc, divisé tu par vois, 13 et divisé voilà, par donc, 20. tu vois, Euro 2 D'accord. en 2003, on divise déjà par 2, on passe de 13 000 à 5 500 Ouais. pour le CO D'accord. et de 3 000 à 1 300. Donc en gros, Pour ouais, les ça va rejets. crescendo en Tu vois. étant de plus en plus Donc voilà. difficile. Donc il y a quand même un bienfait sur ce que rejettent les véhicules en termes de CO2 et de particules. Ouais. Il y a aussi un truc sur la norme Euro 5 qui est le bruit, même si on est encore en attente un peu de la quantification Ouais. du bruit. Le bruit émis par l'échappement, mais aussi tous les bruits mécaniques, ce qui faisait qu'à un moment on pensait que Euro 5 c'était un peu la mort des moteurs refroidis par Ouais, air un peu basiques. ouais. C'est pas vrai, heureusement. D'accord. Donc il y a plein de motos qui sont passées Euro 5. On sait que Mash a fait de la 125 chinoise Euro 5, que Ural passe Euro 5. Donc techniquement, tu as des très vieux moteurs qui arrivent quand même à passer. Voilà, donc c'est plutôt cool parce que c'est souvent des moteurs qui ont du caractère, alors pas forcément une 125 Mash, mais je veux Ok. dire un vieux moteur air comme une 90, tu vois. Ou Donc un ce qui veut dire V4, que voilà. Euro 5 principalement c'est des normes d'émission. C'est sur une énorme émission. Et juste Euro 5, pour préciser ce que vient de dire Philippe, en fait, Ouais. Euro 5, par rapport aux normes précédentes, ça va être un peu en deux fois. Donc là, on a parlé des normes, donc ça vient de rentrer en vigueur au 1er janvier. Les D'accord. normes d'émission de polluants, entre guillemets, pour simplifier.
Et dans un deuxième temps, vont arriver normalement de nouvelles normes de bruit qu'on attend. Alors, c'est un problème, c'est un problème de décision européenne, donc ça prend toujours un peu de temps à être validé, mais normalement, ça devrait arriver. Donc, c'est en espèce, sans mauvais jeu de mots, c'est en deux temps. En deux temps. C'est l'Euro 5. Moi, j'ai une question. J'ai cru comprendre que je ne suis pas un spécialiste de la voiture, toi, tu l'es plus. Les émissions en voiture, c'est en fonction de ta cylindrée? Il y a un rapport mathématique entre ce que tu émets et la taille du moteur. Mais est-ce qu'en moto, c'est la même chose? Est-ce qu'il y a des catégories oui, en fait. Alors, ça dépend. Sur le CO2, oui. Sur le NOx, ça dépend. Parce que ça dépend, en fait, de la qualité de l'admission et du filtrage à l'échappement. De combien tu mets de catalyseurs, etc. De la précision de tes injecteurs. Donc, effectivement, plus tu as un gros moteur, plus tu as besoin de bosser ça. D'accord, ok. Par contre, sur le CO2, tu as une relation qui est un petit peu mathématique entre la cylindrée et la puissance. Le poids du véhicule, c'est-à-dire les efforts à faire pour faire avancer tout ça. Et le NOx, c'est l'oxyde d'azote. Oxyde d'azote, ok. Donc en fait, c'est le but de l'émission, c'est pas de vous expliquer en détail ce qu'est Euro 5, c'était de vous expliquer que à cause ou grâce à cette nouvelle norme, il y a pas mal de motos qui sortent du catalogue. Ça faisait d'ailleurs pas mal d'années qu'on n'avait pas vu autant de motos disparaître. On a fait une liste un peu des motos qui nous sont chères ou qui ont été emblématiques ou qui ont été des motos qui n'ont plus à personne. Donc voilà, donc on va en parler, on va en débattre. Et j'aimerais commencer par Ducati. Parce que vous saviez, Ducati, il y avait la gamme des 797 Monster, des 821 et des 1200. Donc toutes les Monsters disparaissent au profit d'un seul modèle qu'ils vont nous présenter bientôt, là, le mois prochain. C'est une lignée qui ne disparaît pas, mais qui se réduit comme peau de chagrin. Et c'est un peu dommage parce que la Monster, je ne sais pas si ça vous inspire beaucoup. Mais moi, écoute, la Monster, pour moi, les dernières versions, elles étaient vraiment lourdes. Elles ont un peu raté leur public. Quoi. C'est vrai. Des moteurs pas forcément très performants, la concurrence qui les écrasait. Donc, je trouve ça logique que toutes les versions partent. Donc, en fait, les nouvelles Monster, les anciennes Monster remplacées par une seule, vous trouvez ça plutôt positif? C'est pas que moi je trouve positif. Alors j'aurais juste dire quelque chose, c'est que la Monster quand même c'est un nom. Ah oui. C'est-à-dire qu'on est passé dessus, mais à un moment où elles sont apparues, c'était quand même de sacrées motos. Hein. Ouais, ça a créé le buzz. On disait pas encore le buzz à l'époque, mais ça a créé le buzz. Et c'est vrai que c'était des motos très sympas à conduire et tout à l'époque. Et puis petit à petit, ça s'est délité un petit peu. Enfin, il y a eu un certain nombre de changements. Alors on avait évoqué dans une autre émission le fait qu'on n'était pas obligatoirement fans les uns les autres. Le nouveau style, mais ça c'est très discutable. On va s'y faire. Ouais, alors moi j'ai pris des chiffres parce que je suis entre guillemets spécialiste des chiffres. Et par exemple la Monster 797 et la 821 qui partent cette année, les deux se sont vendus à 500 exemplaires. À peine 500 exemplaires en 2020. Cumulé. Donc voilà, cumulé, les deux cumulés. 197 pour la 797 et 309 pour la 821. Donc c'est pas beaucoup. Et on parlait de la 1200, c'est 100 exemplaires en 2020. Voilà. Mais donc, c'est la ratée, entre guillemets, on fait allusion, François et moi, à la 1200, rappelle-toi. C'était une grosse moto. Elle avait été imaginée pour les États-Unis, en fait, cette moto. Ouais, c'est vrai, ouais. Mais les plus petites étaient finalement plus sympas. La 821, c'était la plus homogène. Ouais, alors la R, moi, j'ai d'excellents souvenirs avec sur circuit. Et c'était encore marrant, mais les modèles suivants, franchement... Donc il faut espérer que la nouvelle soit plutôt plus proche des 821 que de la 1200. Au niveau gabarit et tout, ça reprend le bon chemin parce qu'elle a été réduite. Bien plus légère, ouais. Ouais, bon, on verra bien, hein, on verra ce que ça donne. On va parler d'Harley-Davidson. Alors, il y a un super dossier sur Harley ce mois-ci dans le Motomag qui est en kiosque avec un petit dossier, on va pas dévoiler, mais où va Harley-Davidson pour 2021. Donc, ils enlèvent aussi à cause d'Euro 5. Alors, soit c'est à cause d'Euro 5, soit c'est à cause de, peut-être aussi quand des modèles ne fonctionnent pas commercialement, on les arrête. Donc je fais allusion au Street, je sais pas si Street 750 et Street Road 750, les motos... Moto indienne, en fait. Ouais, fabriquées en Inde, ouais. Donc c'est pareil, ils les arrêtent pour cause officiellement d'Euro 5. Est-ce qu'on les regrette, celles-là? Bouf. Est-ce que tu as un avis sur les... sur les Street 750? Non, écoute, non, c'est un ratage. En fait, objectivement, on ne peut pas qualifier ça de succès. Le ratage, il s'explique aussi parce que Harley-Davidson se retire officiellement d'Inde et confie la distribution de ses motos à un géant indien qui s'appelle Hero Motocorp, qui est une énorme boutique indienne. On a les chiffres de vente, en fait, de Harley en Inde. En 10 ans, ils ont fait 27 000 motos en 10 ans, ce qui correspond à 15 jours de production de Royal Enfield. Donc tu vois bien que la stratégie d'aller conquérir l'Inde par un modèle comme ça n'a pas fonctionné. À rouler, on est tous d'accord, on a tous roulé.
Chez nous, c'est un bit, c'était une petite centaine d'unités. Par contre, le vrai problème Harley, c'est le Sportster. C'est-à-dire que le Sportster, c'était 30% des ventes. Bah ouais, j'allais y venir. Alors on sait qu'aux États-Unis, les Sportsters, ça se vend pas trop parce que c'est pas eux, ils sont tout de suite sur l'échelle au-dessus. Par contre, pour l'Europe, c'était un vrai outil de conquête. Et là, du coup, ils ont un ticket d'entrée qui maintenant commence à 14 700 €, si je me trompe pas. Ce qui pose un petit problème pour attirer des clients tout neufs, tout frais dans la concession. Parce que si vous avez compris, en fait, sort aussi de la gamme pour 2021 les Sportster 883 et 1200 qui étaient les locomotives Harley-Davidson en Europe et en France. Et alors là, on est tous un peu surpris. Alors eux te disent que c'est des questions de cycle industriel, que c'était le moment de les arrêter. On peut y croire, mais en même temps, on se dit, ok, admettons qu'on y croit. C'est quand même compliqué d'avoir 30% de ton offre. C'est comme si Renault arrêtait la Clio et la Twingo, si tu veux. Et on commence direct à la Talisman, tu vois. C'est un peu... Ouais, je sais, ça fait rêver. Ouais, l'analogie. Non, mais tu vois, tu te prives quand même de ta moto d'accès. On sait qu'il y a une remplaçante qui va arriver, mais elle n'est pas prête là. Donc c'est peut-être le printemps prochain, l'automne prochain. Clair, on ne sait pas encore. C'est aussi que Harley avait toute une politique pour attirer des jeunes et ils n'ont plus de moto à leur proposer. Ils n'ont plus de moto à deux. Voilà, c'est un peu compliqué. Au-delà de ça... moi, perso, je vais les regretter, parce que le Sportster, pendant des années, il a évolué, doucement mais sûrement. Il a toujours eu ce petit look sympa, très étroit, avec le Peanuts Tank. Il y avait plein de déclinaisons super jolies, super sympas. Et franchement, moi, perso, je regrette qu'ils arrêtent le Sportster emblématique. Moi aussi, parce qu'en plus, c'était pas qu'une question de pouvoir rentrer dans l'univers Harley, c'est simplement qu'un Sportster, ça pouvait correspondre, moi, typiquement... Je suis pas très fan de ce genre de moto, des motos beaucoup plus touring, ainsi de suite. Bon, bref, voilà. Mais en revanche, sur ce genre de moto qui se rapproche un peu d'un roadster, voilà, c'est pas une question de prix ou quoi que ce soit, c'est simplement que ça me parle plus. Et du coup, même en prix, les Sportsters, c'était un bon rapport. Justement, voilà, c'est pour ça que j'en parle. Et en fait, voilà, moi, ça me donnait envie éventuellement d'acheter une Harley. C'est simple, c'est fin, c'est petit. Et voilà. Et puis là, tout d'un coup, ça disparaît. Voilà. C'est dommage. Bon, on a tous été un peu surpris. Quand on a vu qu'en 2021, il y avait plus les Sportsters, on a tous fait... Ah. Alors, il y aurait des bruits qui courent aussi, qu'ils n'auraient pas anticipé Euro 5. Il y a plusieurs versions sur lesquelles le consensus ne se fait pas. Certains disent que techniquement, c'était compliqué. Alors, quand tu vois que effectivement, des moteurs très simples, très basiques, très anciens, eux, arrivent à passer Euro 5, tu te dis, bon, pourquoi le Sportster n'y arriverait pas? Il y a des rumeurs qui disent qu'ils ont un peu oublié, pris par l'urgence de leur plan de restructuration, qu'ils alignent un peu les uns derrière les autres en ce moment. Certains disent qu'ils auraient un peu oublié. J'ai pas d'avis sur la question. Ils étaient très occupés à faire des trottinettes électriques, je crois. Aussi, voilà, il y avait ça. Mais c'est dommage en tout cas. Mais en tout cas pour les streets, si on revient aux streets ou 750 street et 750 street road, il y a une logique en fait simplement. Alors là j'ai les chiffres, 26 motos vendues des street 750 en 2020, 59 street road. Voilà, donc c'est parlant. Oui, donc ça voilà, ça veut dire que ça servait pas à grand chose de les continuer de toute façon. Donc en fait les streets on les regrette pas vraiment. Par contre les Sportsters, on pense que c'est pas une bonne stratégie de les avoir retirés quoi. Disons que commercialement ils vont le sentir. Preuve étant qu'il manque quand même une vraie offre dans leur gamme. Et cette offre-là, si tu veux, en janvier 2021, c'est les derniers chiffres qu'on a. Sur un marché de la moto qui n'est pas en méga forme, on est à moins 20%. Harley est à moins 73%. Donc ça veut dire qu'il y a des clients qui vont plus dans les concessions. Sur un mois, ça, non, je sais. Mais finissent l'année à moins 26, sur un marché à moins 3. Donc c'est quand même une tendance qui est voilà. baissière. Donc voilà, je vous rappelle, courez en kiosque parce qu'il y a un super dossier sur Harley-Davidson ce mois-ci. Et qui est très très intéressant. Sur une idée de Pierre Orluc, merci chef, c'était génial. Et les costumes de Donald Caldwell. Voilà, et les décors de Roger Hart. Et l'écriture de Philippe Guillaume. Voilà. Ok, bon, Harley, on a vu. Honda. Honda. Alors, Honda, il y a une icône qui disparaît. Alors, c'était une icône en 750, ça l'est moins quand elle est passée en 800, par les premières. Donc la VFR 800F disparaît du catalogue. La VFR, ça a été les années 80. Enfin, Pierre, je ne vais pas dire que tu es l'ancien de la bande, mais tu as dû connaître la grande époque de la VFR. Je ne sais pas trop ce que tu insinues. Attends, ça va. Non, effectivement, la VFR, bon, c'est pareil, on parlait tout à l'heure de la Monster. C'est un nom qui claque instantanément. La VFR 750, ça a été une espèce de révolution à l'époque aussi. Moto la plus vendue, je crois. Oui, pendant un moment, ça se vendait excessivement bien. Elle a évolué au fur et à mesure. Bon, c'était une moto qui savait tout faire, en fait, qui était... non pas une sportive, mais qui avait des capacités à ce niveau-là, qui était plutôt confortable, qui avait un moteur agréable, ainsi de suite. Après, ça a été un peu moins bien. Il y a eu l'apparition du moteur VTEC et des choses comme ça, qui étaient moins sympas à rouler, ainsi de suite. La moto était plus sportive aussi. Voilà, un peu plus sportive. Mais je pense dans l'inconscient ou dans le conscient collectif des motards, ça reste une icône. En fait, disons-le vraiment. Il y a eu parfois quelques ratés au niveau du look. Je ne sais pas si vous vous souvenez l'édition pour je ne sais plus quel anniversaire. La rouge et grise. Rouge et grise. Ah non. La
le nanar absolu. Non, mais le nanar absolu. Alors, pour les 50 ans, c'était la mieux des VFR, parce que c'était la première VFR 800 FI. Ouais. Donc c'était pas encore la VTEC. Ouais. Et elle était vraiment, c'était la RC, je sais pas. Mais t'en as eu une, toi, en plus. Ouais, j'en ai eu. Elle était moche. Non, mais sérieux. J'ai eu une VFR 800 FI rouge, elle était super belle, ouais. Oui, mais t'as pas eu la version Mickey, là, avec les deux couleurs. Non, mais c'est pas la version Mickey. Alors, tu sais ce que c'était, ces couleurs? Oui, c'est les couleurs des RC de Michael Wood. Voilà, de Michael Wood. Oui, mais ça passait pas avec ça. Carénage gris avec la petite flèche jaune, avec le réservoir rouge et les deux petites bandes argent. Moi, je pouvais pas. C'était grotesque. C'était grotesque. Si quelqu'un a une belle à vendre, qui m'appelle, parce que en fait, j'en cherche une comme ça, je suis très juste les carénages, alors. Mais alors, je suis très exigeant, moins de 30 000 km et strictement d'origine. Enfin, en tout cas, voilà, la VFR, le nom VFR disparaît, donc du coup, avec le V4 aussi. Emblématique. Écoute, moi, ce qui me surprend, c'est finalement qu'elle ait duré aussi longtemps. Parce que, comme dit Pierre, très justement, parce que tout ce qu'il dit d'ailleurs est très juste, ça progresse, ma titularisation. Non, mais si tu veux, effectivement, quand elle est sortie en 86, le truc blanc nacré, machin, magnifique, effectivement, il y a eu les versions 800 pré-VTEC qui étaient très sympas à conduire. Ensuite, bon, elle a quand même pas beaucoup évolué techniquement. Si tu veux, en fait, en vrai, le moteur était sympa, mais enfin, ça avançait pas tant que ça. C'était un poil pointu, c'était un peu lourdingue, c'est devenu un peu bateau. L'idée de la Sport GT de moyenne cylindrée a totalement disparu des radars, plus personne n'en voulait. Et le fait qu'il l'ait fait passer Euro 4, tu vois, qu'il y a eu une version un petit peu redessinée en 2016-2017. J'ai pas les chiffres parce que Pierre, tu les as peut-être, mais elle s'est quand même pas beaucoup vendue cette version-là. En 2020, 96 ont été vendus. Il est fort. 96 vendus en 2020. Voilà. Non, mais tu vois, du coup, c'est une moto qui se vendait plus beaucoup. La Cross Runner, là, le trail avec la tête de Galac, le dauphin. C'était complètement. Le dauphin, tu vois. C'était complètement bizarre avec l'ergonomie super chelou, tu vois. Donc, si tu veux, sur la fin de la carrière, elle a un petit peu décliné, comme la VFR. On peut dire ça ou pas? Ouais, on peut dire ça. Mais quand même, voilà, c'est une icône qui s'en va. Voilà, alors il y a d'autres motos qui partent chez Honda qui sont moins des icônes. Si je vous dis CB1100EX et CB1100 RS. Bah moi j'aimais bien. Moi aussi. C'était les seuls néo-rétro encore au catalogue chez Honda. Ouais, c'est vrai. Ils avaient vraiment fait un coup de maître avec ce moteur. Moi j'étais un poil déçu par le moteur. Oui, bah c'est un 4 cylindres en ligne. C'était une cathédrale, esthétiquement. Je suis tout à fait d'accord, mais à l'usage, voilà, c'était vraiment un poil. Ça manquait de quelque chose quand même. Alors, est-ce que Honda n'a pas été victime de l'adage qui dit qu'on a tort d'avoir raison trop tôt? Parce que quand elle est sortie, la première, c'était il y a 10 ans, plus de 10 ans. La première, c'est bon sens, ça avait été une révolution. Comme dit François, c'était un beau moteur à air avec des belles ailettes et tout. Ils avaient fait un truc très beau. Après, ils se sont fait déborder par la vague néo-rétro Ducati, Triomphe et tout. Et aujourd'hui, ce qui est marrant, c'est qu'ils étaient précurseurs dans le néo-rétro, entre guillemets. Ils n'ont rien fait depuis. Il n'y a que ces deux modèles. Ils redeviennent précurseurs sur le custom, en fait, avec la CM100. Non, mais c'est vrai, ouais. Mais après, ils ont fait un modèle RS il y a 3-4 ans, là, qui avait un super look. C'est gris avec le petit réservoir noir. Bon, bah, celles-là, elles disparaissent aussi. Moi, je regrette la CB1100 RS. Je la trouvais super jolie. Ben, c'est ils en ont vendu 25. Je pense qu'ils n'ont pas réussi à les, vendre en 2020. 25. Ah ouais. Mais moi j'adorais cette moto. Je la trouvais magnifique. Elle était d'une douceur incroyable. Voilà, c'était doux, mais moi il manquait un petit peu quelque chose. Et c'est vrai quand tu parlais tout à l'heure. Les toutes dernières versions, ils avaient vraiment retravaillé le son, les avaient essayé ensemble, et elles étaient vraiment agréables. Ouais, c'est vrai. C'était confort, c'était effectivement magnifique à regarder. Et limite, moi je préférais la EX parce que la RS avait des pneus larges et ils ne mettaient pas de garde au sol. Le moteur, tu avais une démultiplication ridicule, donc autant être en mode cool Raoul, tu vois, sur la EX, avec la petite selle gaufrette et tout, c'était parfait. Cool Raoul, refais le ridicule. Parfait. Donc voilà. Non, mais bon, c'est dommage. Moi, en plus, comme dit François, il n'y a plus de néo-rétro chez Honda. Alors, ils ont sorti une petite CB 125, mais qui n'est pas importée en France. Oui. Peut-être que ça pourrait revenir à court terme par ce biais-là. Les bruits, ils sont plus du tout sur le néo-rétro. Même les Japonais en général commencent à. C'est Néo Sport Café maintenant. Ouais, c'est Néo Sport Café. C'est un autre concept. Exactement. Donc on va retenir la VFR qui disparaît de chez Honda. Et par contre, là, je te vois frétiller parce qu'on va parler d'une moto qui est chère à ton cœur, mon cher Pierre. Oui. Kawasaki. Ah. Voilà. Il y a aussi un ZZR 1400 qui disparaît, qui sort du catalogue, qui est une évolution de... Alors, de ZZR 1100, ZZR 1200. J'ai eu une 1200 pendant plus de 12 ans. Après, il y a la 1400. Alors, la ZZR, c'est... Les chiffres de vente n'ont jamais été énormes en France, parce que c'était un missile sur la route, c'est comme la Yabusa par ailleurs. Voilà, c'était des motos qui parlaient dans l'esprit, on se disait on va pouvoir faire des trucs de folie, et en même temps, c'était
très peu exploitable, bien évidemment, sur la route, et on ne parlait même pas à l'époque de radar automatique partout. La ZZR, elle a marqué son temps parce que c'était en tout cas, les premiers modèles étaient véritablement ce que j'ai eu moi, étaient des modèles assez polyvalent. Ouais, routier, quoi. C'était plutôt routier, c'est-à-dire que la position n'était absolument pas extrême. Les demi-guidons étaient plutôt bien positionnés, on n'était pas complètement en appui, ça protégeait plutôt bien. Et le moteur, bon, chez Kawa, on sait faire des moteurs, et à l'époque, c'était des moteurs un peu rugueux, pas d'injection, rien du tout, et ainsi de suite. Moi, j'adorais mon 1200, par exemple, parce que c'était un moteur à carbu, et voilà. Et après est arrivé le 1400, où là, ça a complètement changé. C'est-à-dire qu'on est rentré dans une autre logique, beaucoup plus moderne, y compris en partie cycle. Alors là, ça n'avait absolument rien à voir. Le freinage avait été complètement revu avec enfin des étriers qui freinaient bien. C'était un des défauts de la ZZR. En plus des disques, j'en usais une paire tous les 20 000 km parce qu'ils étaient trop fins de l'origine. Voilà, donc, le trappeur, tu vois. Mais... Exactement. Voilà, Par contre, Pierre, je chasse le REM d'ailleurs en passage. Voilà. Moi, perso, ça ne me parle pas du tout, les ZZR. Je sais, toi, t'étais pas non, Nürburgring, t'étais pas avec un ZZR à un moment? Non, moi je l'ai fait avec un H2. Ah oui, c'est le H2. Avec le H2, effectivement, moi je suis comme toi, la ZZR 1400, elle me parle mais pas. Même la 1200, en fait, la seule que je voyais, c'était quand je bossais à côté de Motojournal, je voyais ta moto garée devant le avec parking. Les farons et je la regardais, je me disais, mais qui peut rouler avec ça encore maintenant? Attention, mais non, je vais dire. non, mais après, effectivement, la 1400 est devenue plus sportive. Bon, toujours confortable quand même, mais plus sportive. Il fallait aimer aussi cet avant avec les espèces de phares lenticulaires, les 4 phares. Ça a complètement changé. C'est moins une gueule, entre guillemets, de sport GT. En revanche, au niveau efficacité, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de rouler avec, mais au niveau efficacité de la partie cycle. Les derniers modèles, il n'y avait pas des Hollins dessus? Il y avait une version SE, je crois. Avec un pot Accra, il y avait un gros pack, ils essayaient de bien les vendre. Il y avait une belle couleur, des tons, des paillettes, une moto US. 102 exemplaires en 2020. 102 exemplaires. Voilà, mais ce n'est pas des motos qui sont beaucoup vendues de toute façon d'origine. C'est vraiment depuis les débuts de la ZZR. Ah, la 1200, t'envoyais. Oui, on envoyait, mais cherche aujourd'hui des pièces pour 1200, t'en as pas, parce qu'il n'y en avait jamais pas eu vendu. C'était pour ça que je me suis malheureusement séparé de ma 1200. Que j'aurais gardé avec plaisir. Je me souviens de la 1100 qui avait un coloris rose et gris qui était magnifique. Ce truc, tu voyais ça, c'était un missile, quoi. Et tu parlais de H2, François, aussi dans celles qui disparaissent. Là, je suis vraiment sur le cul, quoi. La H2, elle sort du catalogue, mais je me dis pourquoi ils ont tellement mis d'argent, ils ont tellement passé de temps à développer cette moto. La H2 et la H2 SXSE disparaissent du catalogue. Celle-ci aussi, on l'avait emmenée dans les Alpes, on a fait un gros road trip avec, et sur le segment des sports GT, il n'y avait pas mieux, quoi. Bah non, maintenant, et a priori, ça se vend plus, a priori. Enfin, ça s'est jamais vendu, en fait. Ça se vend pas. Alors que c'est un moteur. La H2, 137 exemplaires en. Ouais, alors ça peut se comprendre. Attends, exclusive, très chère. Ça coûte. Voilà, c'est des motos de collectionneurs, ils sont vendus la première année. Non, mais tu vois, ils se vendent les 2 premières années, puis après. Par contre, la H2 SX, ce qui était pour moi un super compromis, parce qu'on retournait un peu dans le délire Sportivo GT, à croire que même à chaque fois qu'un constructeur essaye, ça ne fonctionne pas. La Sportivo GT, ça ne marche plus. Voilà. À mon avis, le trail a pris tellement d'importance par ailleurs que voilà, les gens... alors, moi j'avais fait la présentation presse au Portugal de la SX SE, sur des autoroutes tôt le matin où a priori la police avait été prévenue. C'est quand même un truc de fou, quoi. C'est un truc de fou, mais c'est une balle, quoi. Ça dure 6 mois, quoi. Après, t'as plus de permis, c'est obligé. Moi, j'ai passé 2 semaines avec, et je me suis dit, bon, bah non, jamais j'achèterai ça. J'en rêve, mais je peux pas. Oui. Donc en fait, la gamme H2, voilà, il n'y a plus que le ZH2. Et le ZH2 SE. SE avec les suspensions pilotées. Donc moi, perso, je regrette quand même H2, parce que c'est quand même, ces dernières années, au niveau nouveauté, c'est quand même un truc qui était incroyable. Ça a marqué à un moment donné. Voilà. Malheureusement, ça n'aura pas marqué longtemps. Contrairement à d'autres motos dont on a parlé, et peut-être d'autres dont on va parler dans quelques instants. Ouais, c'est clair. D'ailleurs, une qui est une icône, un emblème, je te vois déjà blêmir. Il frétille. Non, il blêmit. Toi, tu frétilles, lui, il blêmit. Parce que disparaît l'iconique Royal Enfield Bullet 500. Ça m'a tellement attristé que j'en ai racheté une pour avoir la dernière, le dernier millésime, la 2020. C'est te dire à quel point ça m'a touché. Et ben voilà, elle disparaît du catalogue Royal Enfield, celle qui a relancé la marque d'ailleurs dans le monde. Complètement. Oui, parce qu'il y a un truc dont il faut se souvenir, c'est qu'en fait Royal Enfield, avant qu'ils sortent les injections, c'était comme des gros nanars en fonte fiables, un jour sur deux, tu vois. Et à un moment, ils galéraient dans le milieu des années 2000 à sortir 25 à 30 000 motos par an. C'est-à-dire plus personne n'en voulait, à part
2-3 tamouls toi, dans le Rajasthan, et puis 4-5 pervers, des papis qui aiment bien tomber en panne au bord de la route. Et voilà. Ouais. Des noms. Ils cherchaient le moteur diesel. Voilà. Et toc, ils sortent le FI, donc le truc devient un peu moins branlant qu'avant, tu vois. Et toc, coup de bol, la mode néo-rétro, mes couilles branlettes, bande thermique, wheels on wave, repart. Et du coup, tu te coupes au montage. Et du coup, non, toi, toute la mode des mecs qui prennent des selfies avec des motos et qui roulent pas, tu vois. Et du coup, le truc revient à la mode. Et là, en fait, en l'espace de 5 ans, ils sont passés de 30 000 motos par an à 300 000 motos, puis 500 000, puis 800 000 motos. Enfin, c'était une progression stratosphérique. C'est la plus grosse success story du monde de la moto de la décennie, il ne faut pas oublier ça. Et c'est vrai que dans cette gamme-là, la Bullet est emblématique. Alors, la 500, c'est le modèle export. En Inde, ils en vendent quasiment pas, très peu. C'est plutôt la 350. C'est une moto de luxe. C'est une moto de luxe. Ils ont la grande fierté à rouler avec ça. Ce qui est marrant, c'est qu'en plus, quels que soient les âges, entre guillemets, toi, tu as forcément un super souvenir en Bullet 500, je présume. Ouais. La première fois que j'en ai roulé une, j'ai halluciné, j'ai rien compris en fait. C'était d'un autre monde. Mais j'ai très vite apprécié. On avait fait un super road trip sur la côte basque ensemble. Exact. Toi, t'en as. Moi, c'est ma troisième. Voilà. Donc, moi, j'en ai une que j'ai revendue. Mais tu regrettes. Je la regrette. Je l'ai vendue pour acheter une Interceptor. Et maintenant, je me dis, j'aurais bien aimé garder ma Bullet. Donc voilà. Alors Pierre, n'aurais pas tu fait une boulette? J'ai fait une boulette devant de ma Bullet, exact. Et toi, ça te parle la Bullet 500? Ouais, non, ça me parle. Alors moi, je suis très attaché c'est peut-être ma formation littéraire, au nom et ainsi de suite. J'ai vraiment, voilà. Et d'abord Royal Enfield, boulette. Il y a quelque chose dans ma tête toujours qui m'a marqué quand j'étais jeune motard et même encore plus jeune quand j'étais gamin, je rêvais à la moto. Ça me parlait déjà un petit peu. C'était un nom qui avait frappé. J'en ai jamais eu. J'ai roulé avec, j'ai trouvé ça sympa. Je suis exactement comme toi. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là-dessus? C'était un monde. Tout d'un coup, quand tu es habitué à une moto, à l'époque, c'était même pas encore des motos très modernes. Mais quand tu es habitué à un monde d'aujourd'hui et tu roules là-dessus, enfin, elles ont fait des progrès. Voilà. Mais pour moi, c'est plus un nom, c'est plus une ambiance, c'est plus quelque chose. Et alors, je voudrais dire, parce que c'est une success story, tu as tout à fait raison. En France, tenez-vous bien, elle est 39e du marché. En 2020. C'est fou ça. Donc vous imaginez, dans le top 50, elle est 39e avec 1015 exemplaires. Et elle devance, on va en parler tout à l'heure, au passage d'ailleurs, la 40e, c'est la FJR 1300 de chez Yamaha. Mais pour vous dire quand même que cette moto, c'est pas n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi. Et les Interceptors et autres se vendent très bien aussi en France. Donc il y a quelque chose qui se passe autour de cette gamme. Et la boulette, c'est fait. Et la boulette ou boulette, je sais pas comment on peut dire. C'est Bullet 500. La belette. La boulette. Voilà, c'est emblématique de toute façon et ça restera. Elle disparaît en espérant qui la remplace aujourd'hui chez Royal Enfield. Rien, en fait, ils ont les gammes avec les moteurs, la nouvelle génération de moteurs, donc la 350 Meteor. Est-ce qu'ils vont faire un 500 mono? C'est pas si sûr que ça, parce que finalement, c'est une moto d'exportation, et sur l'export, ils misent plutôt sur les bicylindres. Donc, je sais pas, moi, je sais que... Alors, c'est une moto qui est bourrée de défauts, en fait. Lucide, ça n'avance pas, ça vibre, c'est bourré de défauts. Par contre, c'est plutôt plus fiable que ce que les gens pensent. En général, tu as plein de questions, genre, t'es en panne. Moi, j'ai jamais eu d'emmerde avec. Si tu as le temps de vivre, tu vas au bout du monde avec. Ça consomme rien, ça coûte rien à entretenir. Mais voilà, c'est une façon de rouler différente que j'apprécie. Bon, au revoir la Bulette. Au revoir la Bulette. Salut. Et du coup, j'ai acheté la dernière. Voilà. Il y a un petit numéro dessus et tout. Non, mais la dernière, le dernier millésime. Il y en a encore, si vous allez sur le Bon Coin, il y a pas mal de concessionnaires qui en ont encore en stock. Il n'y en a plus beaucoup. Il n'y en a plus beaucoup, mais... Elle est à quel prix maintenant? Selon la finition, le coloris, entre 5 et 6 000. Voilà. Si c'est une standard ou si c'est une classique ou si elle est chromée ou pas, machin. Ça. Voilà. En plus, il n'y a pas de surenchère. C'est-à-dire qu'elles sont au prix catalogue. Il n'y a pas de concessionnaire qui se dit il m'en reste 3, je vais faire monter les prix. J'ai regardé, elles sont au prix standard. Donc ça vaut le coup. Voilà, donc puisqu'on est aux icônes qui disparaissent, chez Suzuki, il y a quand même un truc incroyable. C'est la GSX-R 1000R qui sort du catalogue. La GSX-R. Attends, mais ils viennent d'être champions du monde d'endurance avec cette moto. Ils sont champions du monde de MotoGP aussi. Ouais. Et ils n'ont plus de sportive. Non, enfin, ils n'ont plus de GSX-R 1000R, ils l'arrêtent. Voilà, ça c'est pareil, c'est la fin d'une époque. C'est la fin d'une époque, bah oui, mais bon... Prince Noir. C'était un GSX-R. C'était un 1100. Ouais. C'était un 1100, c'est un 1100 de 90. Ouais, mais c'était GSX-R, quoi. Bien sûr. Voilà. Donc ouais, GSX-R 1000R qui... la GSX-R, ça a été une révolution aussi à l'époque, quand elle est apparue. La 750, déjà. Ouais, bah oui. On se rappelle... moteur cadre en alu. Un cadre en alu qui était d'ailleurs beaucoup trop léger par rapport aux capacités de la moto. La moto se tordait... Nous, on ne se tordait pas de rire dessus, mais elle se tordait. Ouais. Et voilà, donc ça a évolué. C'est pareil, on parlait tout à l'heure de la VFR dans un tout autre genre. Bah là, c'est pareil. C'est des motos qui ont évolué.
qui sont devenus des références. C'est vrai ce qu'on disait en compétition. On connaît la Kawasaki ZX10 RR aujourd'hui, des choses comme ça. Mais c'est vrai que ce genre de moto en compétition, ça a tout gagné. Le CERT, le Suzuki Endurance Racing Team, c'est 16 titres mondiaux. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça représente. Donc, alors, effectivement, il y a tout le talent de Dominique Mélian pendant 30 ans qui était là derrière, qui était le patron du CERT. Mais la moto, il fait quelque chose aussi pour beaucoup. Et Suzuki, Suzuki, bon, vient d'être titré en 2020 en championnat du monde MotoGP, a de nouveau obtenu le titre avec le CERT. Alors, moi j'ai une question. L'année prochaine, ceux qui courent en GSX-R 1000, ils font quoi ? Écoute, peut-être que je ne sais pas du tout. Alors déjà, avant de dire qu'il n'y en a plus, c'est une précision. Ils en ont fait rentrer, ils ont annoncé qu'il n'y en aurait plus, et puis ils en ont fait quand même rentrer 70 exemplaires avec une couleur un peu MotoGP, donc bleu et gris. Parce qu'en fait, ce qu'on n'a pas dit à propos des normes Euro 5, c'est que les constructeurs qui ont des stocks d'Euro 4 sur les bras ont quand même la capacité de les écouler. Alors il y a des règlements un peu compliqués. Donc c'est certaines limites, c'est 10%. Voilà, 10% de tes volumes de 2019 et 2020. Cumulés. Ou 100 exemplaires par pays, et tu choisis avant quelle norme tu prends. Et ça a été aussi, il y a eu un amendement de l'Union européenne à cause du Covid. Tout l'état du stock au 15 mars 2020, avant le confinement, tu as le droit de l'écouler parce que c'est comme ça. On peut acheter les GSX-R 1000 de Euro 4 en 2021. Voilà. Alors, pareil, il y en a plus. Il y en a 70, il y en a plus beaucoup. Après, je connais pas, je suis pas expert dans les... Peut-être que pour les compétiteurs, il y aura une solution un peu comme Yamaha avec la R6, c'est-à-dire qu'on pourra les acheter sans carte grise. C'est ça. En tout cas, la nouvelle, puisque Suzuki, donc 16 fois titré en championnat du monde d'endurance, repart bien évidemment cette année avec le CERT. Vous savez qu'ils ont fait une association avec Yoshimura. D'ailleurs, la moto est extraordinairement magnifique. La nouvelle, qui va rentrer en compétition bientôt aux prochaines 24 heures du Mans. Elle est faite pour tenir 8 heures. Pour Suzuka. Mais c'est magnifique. D'ailleurs, au passage, les gens sont peut-être un peu surpris parce qu'on disparaît le coloris emblématique du CERT, bleu et machin. Là, c'est Yoshimura, rouge, noir et blanc. Mais ça reste quand même une moto absolument emblématique. Enfin, on peut dire ce qu'on veut de la GSX-R. Certains ont dit elle évoluait pas assez ces dernières années, et ainsi de suite. Ça a évolué. C'est quand même. C'est resté. On a roulé ensemble à Manicourt. C'est resté aussi une des dernières sportives que tu pouvais utiliser au quotidien et sur la route. Exactement, qui était accessible à ce niveau-là. C'était pas une planche hyper raide. Et moi, elle me manquera pour ça en fait, parce que le moteur était généreux, c'était un moteur fantastique. Tu pouvais rouler sur route sans souffrir, comme sur certaines sportives. Toi, j'ai fait de la borne avec une R1 les dernières. C'est quand même tout petit, tout compact, c'est dur. Tu vois, une GSX-R, tu peux rouler. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a 3 ans, j'ai eu la chance d'aller à Mamatsu au Japon, à l'usine Suzuki, là où ils ont aussi leur centre de recherche et développement. J'avais pu voir en avant-première à l'époque la nouvelle, celle qui allait devenir la nouvelle GSX-R. En plus avec, vous savez, il y avait dans la distribution, il y avait des petites choses qui avaient changé, ainsi de suite. Et pourquoi je vous en parle ? Parce que ce qui m'avait frappé avec cette moto, c'est tous les ingénieurs japonais que j'avais rencontrés, qui étaient des gens assez jeunes dans l'ensemble et tout. Ils imitaient quelque chose dans cette moto. Ils imitaient vraiment des tripes et voilà. Et on communique. Ils parlent très peu l'anglais malheureusement les Japonais. Mais on communiquait, même si on communiquait avec un traducteur. On parle mal le japonais aussi. Avouons-le. Enfin, Philippe est fluent, je crois. Plutôt doué. Mais c'est vrai que cette moto en interne, c'est vrai qu'on sentait bien qu'il y a quelque chose derrière. Et moi, ça m'avait vraiment frappé. Mais bon, elle s'en va. Enfin, elle s'en va. Ça sent le sapin, on va dire. Non, c'est fini. Oui, mais il n'y en a plus beaucoup. Oui, mais bon, voilà, on peut quand même encore en acheter. Il faut se dépêcher, il faut être parmi les 70. Et c'est marrant, pourquoi tu disais, je rebondis sur ce que tu as dit, elle doit durer que 8 heures ? Oui, parce que les GSX-R d'endurance, c'est 24 heures. Les GSX-R d'endurance Yoshimura, c'est Suzuka et c'est 8 heures. D'accord, donc elles sont. Et donc, voilà, la politique de Yoshimura, quand ils faisaient leur moto, c'était vraiment pour Suzuka. Et le CERT faisait sa moto pour tout le championnat. D'accord. Donc, ce qui est marrant, parce ça risque d'être un peu... fait, ça vient pas de Yoshimura, ça vient de Colin Chapman, le créateur des Lotus, qui disait une bonne voiture de course, elle doit se désintégrer une fois qu'elle a passé la ligne d'arrivée. C'est exactement le même esprit de se dire c'est performant à mort, mais on ne peut pas faire plus, quoi. Alors, tellement elles sont poussées. Juste pour finir là-dessus, on peut en rigoler, mais c'est vrai que par exemple, les teams qui sont habitués du championnat du monde d'endurance, c'est-à-dire qui courent toute la saison, souvent sont très mécontents d'aller, enfin non pas d'aller à Suzuka, mais parce que là-bas ils ont des balles de guerre. D'ailleurs à chaque fois les teams du championnat du monde sont à dash par rapport aux résultats des teams japonais. Parce que pourquoi ? Parce qu'effectivement ce sont des balles de guerre. Donc voilà. Mais là on peut penser, bon maintenant le team certes Yoshimura est co-dirigé par Damien Saulnier, qui a pris la suite de Dominique Mélian, qui était l'ancien, qui aussi travaille sur la Le Mans Sud, le Junior Team.
Donc on peut espérer, Damien, c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Voilà, je pense que la collaboration, je pense que ça va pouvoir bien gérer tout ça. Okay. Et vraiment, moi, ça me donne envie de voir ce que cette moto va donner. D'accord. Alors, on reste chez Suzuki, mais par contre, là, c'est changement complètement radical. Je sens qu'il va y avoir un silence. C'est pareil, le Burgman 650 sort du catalogue. Oui, mais c'est un vrai problème parce que... Pour les concessionnaires. Pour les concessionnaires, pour les parts de marché, tu as des concessionnaires parisiens, notamment Suzuki La Défense, qui est le premier concessionnaire historique de Suzuki en France. Le mec, il a plus de Burgman, qu'est-ce que tu fais, tu vois? Donc c'est super compliqué. Bah ouais. Et puis le Burgman, l'air de rien, moi j'ai des souvenirs avec ça parce que c'était comme un bon scooter GT. Ouais. L'histoire de boîte robotisée, là, c'était quand même plutôt rigolo au début. C'était un engin qui a quand même un peu marqué les rétros. Ouais, les rétros. Ça m'a toujours fait rire, ça, en ville, entre les fils, de temps en temps, tu vois les... Tu vois, c'était confort, tu pouvais aller faire tes courses chez Ikea et ramener une armoire, ça rentrait sous la selle. C'était mieux que certaines motos. C'était mieux que certaines motos. Après, bon, un peu la merguez dès que tu roulais un peu. C'était l'ancienne génération, encore avec le poids. Moi, j'ai des sur souvenirs. J'ai des bons souvenirs. Très bon scoot. Pour celui qui ne voulait pas un T-Max, par exemple, qui est connoté éventuellement, puis en plus qui est un peu plus confortable qu'un T-Max. C'est beaucoup plus confortable. Ils l'arrêtent. Ils en ont vendu 250 en 2020. Voilà. Mais c'est vrai que beaucoup de gens, moi j'avais des amis qui en avaient acheté aussi parce qu'ils pouvaient transporter un passager ou une passagère confortablement avec l'espèce de petit dosseret à l'arrière. Et mais il est peut-être temps qu'ils le remplacent aussi. Hein. Il y a une concurrence qui est folle à ce niveau-là. On a du XADV, on a du Forza, on a du Kimco A4550. C'est pas la même chose. Ouais, mais... Enfin, petite parenthèse, BMW, ils arrêtent aussi leur Scoot 650. Le C650 GT, c'est ça. Et l'autre, il y a le GT, le Sport. Moteur Kimco, ils avaient eu des gros soucis quand même avec ce scooter. Il n'a jamais décollé. Mais bon, les premiers à pleurer, c'est les concessionnaires. Parce que le Burgman, c'est vrai, il était un peu old school, il n'était plus trop à la mode, mais... Eh ben, ils vont revendre des SV. Ils vont revendre des SV 650. Là, ils ont fait l'effort. Voilà. Donc, je pense que le Burgman 650, il va finalement être peut-être plus regretté que la GSX-R 1000R. Ça paraît con ce que je dis, mais... Quand tu es dans l'usage... De toute façon, les sportifs, il y a longtemps que le marché s'est délité aussi. Hein. Oui, c'est clair. Quelles que soient les qualités, voilà, tes concessionnaires Suzuki, déjà que tu n'avais pas une pléthore de gamme, là tu te retrouves avec un de tes best-sellers qui disparaît. Yamaha. Donc Yamaha aussi, alors il y en a une, je vous le dis tout de suite que je ne regretterai pas, c'est la 1200 Super Ténéré. Parce qu'elle n'a jamais fait carrière, concrètement. Enfin, ça ne veut rien dire, ça. Alors, c'est pas non, mais je n'ai pas dit que c'était une mauvaise moto. J'ai dit que... Il y a des pays où elle s'est bien vendue. En France, non, mais il y a des pays où elle s'est bien vendue, notamment Europe du Sud, Espagne, etc. François, le spécialiste du tout-terrain... Mollo. Non, mais si, t'es quand même tu roules entre elles, t'adores ça. Pour toi, la Super Ténéré, si tu devais en parler de cette moto... En fait, le problème, c'est qu'elle faisait tout moyennement bien. Il n'y avait rien qui ressortait sur cette moto. Ou moyennement mal, du coup. Ça peut être c'est ça, elle était un peu trop lourde, la boîte n'était pas top, elle n'était pas très puissante, elle avait une route 19 avec des rayons, enfin bref, c'était très... Tiède, voilà. Consensuel. Mais malgré tout, elle avait trouvé son public. Moi, je trouve qu'il y avait beaucoup de gens qui en avaient acheté, qui les gardaient, qui passaient de l'une à l'autre. Ah oui. Mais c'était une petite secte, ils étaient entre eux. Il y a beaucoup de gens qui les ont attelés aussi et qui en ont fait des machines d'exploration. Après, moi, c'est une moto. Alors, je ne vais pas dire que je la regrette totalement, mais j'aimais bien cette moto, moi. Alors, le moteur, j'étais toujours un peu déçu par ce moteur. Il manquait de pêche et quoi que ce soit. En revanche, visuellement, alors je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que moi, j'ai souvenir des Dakar d'autres fois que j'avais couvert. Ça me rappelait un certain nombre de choses, le nom, pourquoi pas, mais j'aimais bien cette moto, je la trouvais plutôt confortable, lourde, c'est sûr, le moteur pas terrible, mais voilà, je dirais pas qu'elle va me manquer au dernier degré, mais voilà. Et en plus, moi qui ai une BMW GS à titre personnel, elle avait le grand mérite d'une certaine manière de se démarquer on en voit tellement des GS aujourd'hui, et là c'est une moto quand même complètement différente, avec un cardan aussi, ce qui n'est pas négligeable sur ce genre de moto. Avec un arbre et couple conique. Oui, pardon. Ce qui n'est pas négligeable sur ce genre de moto, parce qu'on sait que la clientèle est un peu vieillissante. Mais je trouve qu'elle était peut-être pas statutaire comme la GS, mais il y a quelque chose. On est assis, on est bien assis dessus, Et puis elle était super fiable. Exactement. Ouais, mais ça, une Yamaha moderne, c'est... Oui, non, bien sûr, je veux dire, elle était super fiable. Quelques GS ont pu avoir des problèmes, ce qui n'était pas le cas de la Super T. Et puis, t'as pas les problèmes que tu as avec une GS, t'as pas de vol, t'as pas d'histoire comme ça. Oui, c'est sûr. Enfin, moi, perso, j'avais fait la présentation presse de cette moto. J'ai le souvenir d'un super voyage. Madrid-Lisbonne. Madrid-Lisbonne. Le seul souvenir que j'ai, c'est que c'était une moto, mais super confortable. Un vrai Pullman, un guidon bien large et tout, une selle confort. Mais par contre...
moi qui suis loin d'être un spécialiste des trails et qui ne suis pas du tout fanat des trails routiers, j'en ai jamais eu dans ma vie, je me souviens déjà à l'époque en roulant en me disant mais qu'est-ce qu'elle va apporter sur le marché en fait. Tout ce qu'elle m'offre là, c'est déjà dans la concurrence l'avait déjà. Donc honnêtement, je sais pas, de la discrétion en fait. Au final. Ouais, mais oui, de la discrétion. Ouais. Non, du confort. Oui, mais l'autre. Enfin, je sais pas, moi j'ai toujours trouvé cette moto. Puisque tu en parles, il y a quand même des gens, donc, tu me disais François, qui sont intéressés par la Super T. Chez Yamaha, c'est un peu la braderie sauvage. Il y a quand même eu des grosses réductions les unes après les autres. Je pense s'il en reste un peu, tu dis bonjour gentiment à ton conseil, tu repars avec une Super T. Et c'est vrai que si tu négocies, tu négocies un bon prix, tu as quand même une vraie bonne routière avec laquelle tu es tranquille pendant longtemps. Version World Traveler. C'est peut-être une bonne affaire, tu vois, les versions tout équipées. Enfin bon, voilà. Donc celle-là, elle part. Bon, c'est vrai que le marché du trail, on a de quoi faire. On va pas non plus. Ça fait pas un trou dans le segment des. Non, mais dans un marché du trail, éventuellement, quand on voit la nouvelle multi avec la puissance. Non, mais voilà. Mais un marché du trail on peut se poser la question éventuellement commence à prendre un peu un virage, machin. Là, tu as une moto. Il prend la grosse tête. Tu as une moto qui aussi est capable d'être un poil plus plan-plan, mais voilà, ça, à mon avis, pour une certaine catégorie de clientèle, ça convient parfaitement. Tu sais, tout à l'heure, là, on discutait avec Philippe de la moto qui pourrait remplacer donc, cette Ténéré, cette Super T. Et tu avais une idée de concept qui était super sympa, en fait. Ouais, non, moi, j'adorerais... Non, mais pour de vrai, tu vois... une moto qui, en plus, va être chère. J'adorerais qu'Yamaha fasse une FZ 900T moderne. C'est-à-dire, tu prends le concept de la Super T de ouf de Jean-Claude Olivier avec le 4 cylindres. Ils ont un moteur cross-plane qui est parfait pour ça parce qu'il est coupleux, il est rageur. Tu fais vraiment une moto lookée, moto du Dakar, avec l'avant comme ça, avec les phares sous globe et tout, les peintures bleues de guerre. Et avec le moteur de la MT-09 la MT-10. Le 4 cylindres. Jean-Claude Olivier a fait le Dakar avec une FZ. Mais non, c'est jamais trop. Mais regarde, 150 chevaux. Ils ont bien un V4. Voilà, et tu as une vraie gueule, tu as une moto historique. C'est que tu as un 4 cylindres en ligne. Mais tu restes sur un large. Tu restes sur un trail routier. C'est pas les 4 cylindres. Moi, je mettrais plutôt le nouveau moteur de la MT-09 au final. Oui, mais ça manque de patates. Tu es à 115 chevaux. 3 cylindres, caractère, combien ? 115 chevaux, ça avance pas. C'est pas mal. Non, les mecs, ils alignent 160, 170 maintenant. Ouais, bon, après. Ça ferait quand même un pas cylindre parce que c'est le proto de Jean-Claude Olivier là, c'était. Non, tu mets 40 litres d'essence, un sabomoteur comme ça, c'est terrible. Tu peux labourer tout le Sahara. Tu laboures le Sahara. Non, tu traverses le Sahara en 200, c'est génial. En fait, à l'époque, Jean-Claude Olivier, on mettait sur un palan avec la moto droite, on démarrait, puis on posait, il partait. Parce que si tu tombais, tu la relevais jamais. C'était plutôt Gaston Rayet. Sur les BMW. Gaston, mais moi je l'ai vu, il avait je jure, c'est vrai, la hauteur, il était tout petit, Gaston. Ouais, tout petit, ouais. Il avait la selle qui lui arrivait sous les selles. La selle sous les selles. C'est le cas de le dire. Et il était obligé il démarrait et il montait en roulant, en fait. Bref. Bon, voilà. Donc Super Ténéré, il y a encore quelques promos chez les concessionnaires. Et la dernière de chez Yamaha qui disparaît, c'est la FJR 1300. Et les forces de l'ordre sont en deuil. Les forces de l'ordre sont en deuil, ouais. Et voilà, donc la FJR 1300 qui est pas combien, plus de 10 ans aussi, elle. Plus 20 ans. 80, début des années 2000, 2001, je crois. 2001. 2001. Tu sortais de ton adolescence. Exactement. Ouais, donc la FJR, est-ce que c'est aussi la preuve que les GT sont petits? Non, mais elle a pris un coup de vieux quand même, tu vois, en termes de. Moi, j'en ai pris une pour aller à l'Alpe Aventure Festival à l'automne dernier. Bon, le moteur turbine, il n'y a pas de souci, mais enfin, tu vois, tu as une ergonomie qui est bizarre, avec un réservoir très large. Tu as quand même des turbulences. Quand tu vois l'équilibre d'une BM à côté, que ce soit en bicylindre ou en 6 cylindres, c'est un autre monde. Elle a pris un coup de vieux. Mais elle était sympa à rouler. C'est quand même une moto, là aussi, qui a marqué son temps, on se répète, mais qui a aussi marqué son temps. À l'époque, il y avait qu'elle et la Panero, chez Honda, qui était une moto qui était plus ou moins appréciée, mais quand même aussi. Mais la FJR, moi, je trouve que c'est une moto quand même emblématique d'un genre, même si elle était perfectible. Alors moi, c'est la seule moto de ma carrière de motard. La seule moto de ma carrière de motard qui m'a imposé de m'arrêter, tous les 50 km, tout simplement. Pourquoi tu parlais de turbulence? Parce que j'avais de tels remous dans le casque, sur le casque, que ça me faisait mal à la tête. Mais je ne sais pas, se rappelle d'où elle devait être. Ça passait entre il y avait une forme des rétros et le carénage. Et je crois que sur un modèle, ils avaient mis un déflecteur en plus sur une version un peu. C'était ça. C'était la forme des rétros, tu te rappelles? Et on se prenait deux flux d'air. Mais pour quelqu'un qui est un gros rouleur, on en voit, nous qui habitons dans la région parisienne, on voit beaucoup de gens avec des FJR très propres. Voilà. Les gros rouleurs qui viennent de la banlieue plus ou moins éloignée. Et ça reste des motos fiables, même si... Il y a eu un gros rappel là récemment. Concernant la boîte de vitesse, tout démonté, avec certains pignons.
Voilà, mais dans l'ensemble, ça reste quelque chose. Alors, juste pour je vous parlais de turbulence, je ne sais pas si vous vous souvenez aussi, on parlait de la Panero. La Panero, elle poussait dans le dos. Vous vous rappelez pas moi, je passais mon temps j'avais mal au bras à force de pousser. Bref, mais c'est quand même, il faut quand même savoir, je parlais tout à l'heure de la boulette 500 qui était 39e du marché, la FJR 1300, elle est quand même 40e. Ouais, c'est toujours vendu. Avec 1007. Oui, mais c'est beaucoup de commandes publiques, hein, c'est pas... Voilà, c'est les motos de policiers. Quand même. Ils en commandaient moins, la police. Non, il y a eu des voilà. Mais quand même, non, ça reste... et on en voit en occasion qui sont en très très bon état, même kilométrés. Moi perso, chaque fois que j'en vois une, je pense tribunal, point sur mon permis. Elle m'angoisse cette bécane, je veux plus la voir. Moi, il y a eu le modèle sans embrayage aussi. Ouais, alors c'était une catastrophe, ça. C'était des modèles, en fait, c'était pas encore les boîtes machin, c'était en fait la boîte mécanique avec juste un système robotisé de vérin et de piston qui passait les vitesses. On en revient toujours au vérin et au piston. Ouais, on en revient au vérin et au piston. Et c'était une catastrophe, c'était plein d'à-coups. Enfin, ça a été un vrai beat, quoi. C'est pas une réussite. Non, c'est... Enfin bon, voilà. Il y en a plein d'autres, des motos Euro 5 qui disparaissent. Il y a la liste qui est en train de défiler, mais on passerait des heures. Moi, j'aimerais finir sur toute cette liste-là. Si on a une, on te dirait « Attends, François, vas-y, choisis, là, tu peux en mettre une dans ton garage. » Hop, tu prendrais laquelle de toutes celles dont on a parlé? Franchement, ça va mettre du temps. Non, je pense la bulette. Honnêtement, la première fois que je l'ai essayé, j'ai pas compris. Et après, je l'ai regretté. Je me suis dit, tiens, il faudrait... Puis... Ouais, non, j'aimerais creuser le sujet bulette encore un peu. C'est un voyage inachevé pour toi, la bulette. Exactement, ouais. Non, j'ai d'excellents souvenirs avec cette moto et maintenant qu'il y en a une dispo juste à côté, peut-être que je vais lui emprunter ou lui racheter. Bon, et toi alors? Moi, j'ai déjà la bulette, donc GSX-R 1000. Ouais, c'est bien complémentaire comme garage. Non, mais c'est bien complémentaire et c'est vraiment une moto que j'aime parce que tu peux faire de la route sans trop souffrir comme sur certaines sportives. Tu peux quand même faire de la piste, elle est efficace, le moteur est top, j'aime bien. Voilà. Et toi? Moi, c'était R1400. Parce que moi, ça me parle le nom, et puis j'ai eu une 1200 que j'ai adorée, mais vraiment, c'est pour moi la meilleure moto que j'ai eue pendant plus de 12 ans. Et je trouve dommage, même si ça n'a plus aucune utilité, ça n'a jamais eu d'abord tellement d'utilité, ce genre de moto, mais ça a plus d'utilité. Un coup de nostalgie, quoi. Mais voilà, et parce que c'est une époque, et à tel point d'ailleurs qu'aujourd'hui, alors que je sais que vous n'allez pas être d'accord, mais j'envisagerais éventuellement, pourquoi pas, d'acheter la nouvelle Hayabusa. On est d'accord, c'est une super idée. C'est un autre débat. Ça serait même une émission complète. C'est un autre débat. Voilà, pour te dire ce que ça dit pour moi, ce genre de moto. Ah, bien. Voilà. Bon, bah c'est cool, super. Et toi, alors? Super. Moi, écoute, comme ça, honnêtement, je prendrais la Kawasaki H2. C'est ce que je me disais. Ouais, parce que d'abord, en fait, j'ai très peu roulé avec. Elle est jamais. C'est toi qui as fait la présentation. Après, tu as fait comparatif. Elle m'est passée une seule fois dans les mains, la H2. J'ai un souvenir d'un son, d'un bruit. Et puis, ça, c'est peut-être mon côté un peu collectionneur. C'est-à-dire que c'est une moto quand même. On n'est pas prêt d'en faire une comme ça. De folie, bien sûr. Elle a été super bien finie. Il y a ce compresseur. Donc, ouais, je crois que je me mettrais. Même si j'en ferais rien, je me mettrais une petite H2. Elle est déjà juste belle à regarder. Dans le salon de ton prochain appartement. Toi qui es fan d'aéronautique, le compresseur a été développé aussi avec la division aéronautique de Kawasaki. Exactement, voilà. Et alors, je te renvoie la balle. Quel est le premier avion de chasse avec équipé de compresseur Équipé de compresseur, un Lightning. Bravo, c'est exactement ça. C'est voilà, le kit P38. On va les laisser entre eux. Lightning, c'est pas un personnage dans Cars. Voilà, dans V12. Donc, super. On va se quitter sur voilà. C'est un peu triste quand même des motos qui quittent les catalogues comme ça. Ouais, mais bon, il y avait cette année, on a fait les émissions avant sur les nouveautés. Ouais, il y a pas mal de nouveautés et tout. Donc voilà, donc je vous dis à bientôt pour une prochaine émission. On est en train de travailler les sujets, là, vous les aurez régulièrement. Continuez à nous suivre sur les réseaux, à partager. On est 90 000 sur la chaîne YouTube en ce moment. 90 000. Ça monte. Ouais, ça monte. N'oubliez pas qu'à 100 000 abonnés, fini le truc, lui il est à poil sur une poil bête, 100 000 abonnés. Je tiens à dire sincèrement que si certaines personnes trouvent ce pull sympa, je peux leur dire où je l'ai trouvé, parce que j'ai eu des messages sur le précédent, on m'a demandé où acheter. Alors je n'ai aucun intérêt à la vente d'autre chose, mais j'ai eu plusieurs messages. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas le faire gagner pas laver. Au 100 000, on fait gagner le pull. Je crois que je ne suis pas très précis sur le chiffre, mais depuis qu'on a lancé les émissions, on a 7 000 abonnés en plus, c'est ça, à peu près. Donc, vous voyez, continuez, parce qu'à 100 000, je vous jure, Pierre, il se met là, à poil sur sa peau de bête. Voilà, c'est promis, on l'a dit. Donc, mettez un coup de boost. On vous dit à bientôt pour une prochaine émission. Salut. Ciao. Ciao les filles. Arrivederci. Arrivederci, on va dire ça. Ciao.